BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h18 et c'est Aurélie Jean, docteur en sciences, entrepreneur, qui est avec moi ce matin. Bonjour. Bonjour. Quand je dis docteur en sciences, évidemment, Sorbonne Université, l'École normale supérieure. Vous êtes aussi passé par les mines, le MIT. Bref, vous êtes ce qu'on appelle une grosse tête. D'ailleurs, vous avez été désignée par Forbes comme l'une des 40 françaises les plus influentes. Vous êtes spécialiste notamment en intelligence artificielle, en algorithmes. Vous publiez un livre, Les algorithmes font-ils la loi? C'est la question qu'on va poser ce matin. Alors on va essayer de le vulgariser, même si on en parle beaucoup sur cette antenne. Aurélie Jean, les algorithmes font-ils la loi d'ailleurs? Alors non, pas exactement. On a cette impression de jungle algorithmique, comme j'en parle dans le livre, mais il y a des moyens, ce n'est pas une fatalité, il y a des moyens d'éviter que les algorithmes fassent finalement leur loi, en éliminant complètement notre libre arbitre, ou voire même en influençant la loi elle-même, et je l'explique dans le livre. Ouais. C'est vrai qu'on l'a vu, on voit beaucoup, on parle beaucoup de Facebook. Ce qu'on sait, c'est qu'avec les algorithmes, on nous connaît, on sait ce qu'on aime, on sait qui sont nos amis, et en général, d'ailleurs vous l'appelez ça une bulle, on nous enferme dans une sorte de bulle où on ne parle qu'avec les gens qui nous ressemblent, de ce qui nous intéresse, et donc on est un peu désocialisé du reste du monde. Alors là, vous parlez vraiment des algorithmes sur les réseaux sociaux. Il faut en parler parce que souvent, lorsqu'on parle d'algorithmes, les gens pensent algorithmes dans les réseaux sociaux, mais c'est une partie des algorithmes. Moi, je ne travaille pas, par exemple, sur les réseaux, je travaille sur d'autres choses. En tout cas, les bulles, oui, c'est dans tous les outils de communication, d'interaction, donc par exemple sur les réseaux sociaux ou de consommation de contenu, où justement, on peut très facilement être mis dans des bulles d'observation et d'opinion, de par comment l'algorithme est utilisé par l'entreprise et testé aussi, on ne va pas se mentir. Et du coup, voilà, donc ça implique des choses assez graves aussi sur nous-mêmes, sur notre perception du monde, sur les théories du complot qui vont être décuplées, sur la haine, sur voilà, pas mal de choses qui peuvent nous biaiser notre vision du monde, quoi. Alors vous donnez un truc pour ne pas être dans cette bulle, pour crever la bulle, c'est de mentir aux réseaux sociaux, de ne pas dire qui on est, quel âge on a, de tricher en fait. Alors qu'on s'entende, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de développer correctement ces algorithmes et de les tester pour éviter d'avoir l'effet bulle. Cela étant dit, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que vous pouvez les duper en suivant des comptes auxquels vous n'adhérez pas, en likant des contenus auxquels vous n'adhérez pas, voilà. Mais c'est pas la solution. Voilà. Ouais. Alors l'intelligence artificielle, les algorithmes, c'est aussi une révolution technologique et industrielle. On le voit tous les jours auprès des entreprises. Vous-même, vous êtes entrepreneur avec d'autres associés au sein de Deepix, entre autres, qui notamment qui a pour objectif de lutter contre le cancer du sein grâce à, on ne sait pas, c'est encore un mystère et un secret. Vous avez bien raison. Nous, on a rencontré des startups ici, des French Tech, qui par exemple se servent de l'intelligence artificielle pour scanner des millions et des millions de radiographies, d'IRM, d'échographies, pour détecter avant l'œil du praticien l'arrivée potentielle d'un cancer du sein. Exactement, il y a différents stades en fait dans la détection, le diagnostic du cancer du sein. Il y a le stade clinique, c'est-à-dire sur l'image elle-même. Donc on peut détecter des choses qui sont visibles pour l'œil humain, mais des choses toutes petites qu'on a du mal à voir. Mais après, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé au stade préclinique, c'est-à-dire plus de 2 ans avant qu'on voit quelque chose sur l'image. Donc c'est encore autre chose. Donc il y a différentes stratégies. Tout doit fonctionner en parallèle parce qu'on aura besoin de toutes ces stratégies in fine pour lutter contre le cancer du sein. Mais ça se fait, voilà, encore une fois, grâce à des algorithmes et des données et des modèles mathématiques. Voilà, il y a pas mal de choses qui tournent sur ces modèles. Alors, autre exemple, parce qu'on va donner beaucoup d'exemples ce matin pour bien comprendre. La police de Los Angeles, par exemple, s'était appuyée sur un logiciel d'intelligence artificielle pour prévoir les crimes avant qu'ils ne se réalisent. Ça s'appelait PredPol et ça a été arrêté. C'est un échec. Pourquoi ? Alors ça a été arrêté en avril 2020 exactement, à la suite de preuves de démonstration d'existence de discrimination et de stigmatisation de l'outil vis-à-vis des populations hispaniques et noires, et principalement masculines, donc dans la ville de Los Angeles. Il faut savoir que c'est un programme donc, qui a été initialement développé par une équipe de recherche à l'université de Los Angeles, qui a ensuite été industrialisé, donc qui s'est appelé PredPol, qui est par ailleurs, les gens ne le savent pas, mais j'en parle dans le livre, mais qui tire ses origines d'un modèle de sismologie, de prédiction de séisme, qui est un modèle français de Marsan, David Marsan. Et en fait, le logiciel a tout simplement, parce qu'il a appris sur les crimes déclarés du passé, a forcément reproduit des biais dans les patrouilles policières du passé en continuant d'abandonner des zones qui n'étaient pas visitées, et d'autre part stigmatisait parce que
stigmatiser des populations noires et hispaniques relativement pauvres dans certains coins de Los Angeles et certains coins aussi stigmatisés. Et pourquoi? Parce que l'algorithme a reproduit une représentativité statistique en une condition systématique du futur. Et donc c'est un problème parce qu'en fait vous accordez systématiquement un risque de crime plus élevé sur une personne de couleur, ce qui n'est pas normal intrinsèquement. Mais Aurélie Jean, est-ce que c'est pas le problème intrinsèque de l'intelligence artificielle qui apprend du passé, qui apprend en scannant des milliers, des milliards d'images et qui au fond est peut-être pas capable de ce qui fait l'essence de l'être humain, de l'inconnu, du hasard, de la créativité? Mais vous avez exactement le point que je défends, c'est-à-dire que l'algorithmique est un domaine formidable, mais il faut faire très attention, il faut les tester, il faut surtout une implication humaine permanente pour justement avoir cet œil critique. Predpol n'aurait jamais dû être fait ainsi. Ouais. Cela étant dit, il ne faut pas tout rejeter dans les algorithmes utilisés dans la justice et dans la police, parce qu'il y a des choses qui sont utilisées même en France et qui fonctionnent. Dans la justice notamment. Hein. Voilà, et donc j'en donne un exemple dans le livre qui s'appelle DataJust, qui permet d'homogénéiser les indemnités reçues pour préjudice corporel et d'éviter les inégalités. D'ailleurs, voilà, et d'éviter les inégalités face à la justice. Donc, encore une fois, c'est juste que ça démontre encore une fois que l'intelligence artificielle ne peut pas fonctionner sans un œil critique de l'humain, tant du côté du concepteur que du côté de l'utilisateur, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'avenir, je pense. Alors justement, l'avenir, la semaine dernière, on a parlé de Facebook qui se transforme, qui devient méta, comme métaverse, ces mondes parallèles, virtuels, sur lequel beaucoup d'entreprises travaillent. En fait, il y aura le monde réel et puis le monde virtuel avec nos casques de réalité virtuelle augmentée. On aura dans un monde parallèle, il y a le film de Spielberg, évidemment, Ready Player One aussi, qui raconte tout ça. Et vous dites, c'est pas à Facebook de faire ça. C'est le dernier acteur. C'est plus compliqué. Ah. Ouais, ce que je dis, c'est que moi, je trouve ça génial, Metaverse. C'est pas complètement nouveau, c'est-à-dire qu'on utilise déjà ça dans les jeux vidéo, dans le domaine de la santé pour gérer certaines douleurs, dans le milieu de la formation, dans les simulateurs de vol. Donc, c'est pas nouveau et et je pense qu'il y a plein de choses à faire, tant du domaine de divertissement que de la santé. Cela étant dit, ce que je dis, c'est attention quand je vois Facebook se lancer là-dedans, parce que ce que fait Facebook aujourd'hui avec des outils comme l'outil Facebook, par exemple, qui est d'aller collecter des informations, des données sur nos comportements sur la plateforme à travers ce qu'on aime, ce qu'on va commenter, comment on va le commenter, à qui on va être connecté. Là, il va pouvoir le faire à un degré supérieur, à un niveau supérieur, à travers des relations sociales complètement virtualisées, et donc on va pouvoir collecter de l'information en tant qu'Azirel sur nos comportements. Comme vous et moi, on pourrait faire une émission dans un monde virtuel, moi aux États-Unis, vous en France, et à travers la plateforme qui va développer Meta, et donc ils vont pouvoir collecter de l'information sur nos comportements. Et donc ce que je dis, c'est attention. Il est important, attention, parce que Facebook va avoir une opportunité à un niveau bien plus élevé d'aller collecter de l'information sur nos comportements, donc sur nos rapports sociaux. Donc, ce que je dis, c'est attention. Voilà. Et donc, par exemple, il faudrait effectivement que le régulateur fasse en sorte que ces géants comme Facebook n'aient pas le droit d'ajouter des briques à leurs activités sans peut-être se séparer avant? Non, pas forcément. Alors ça, pour moi, ça c'est autre chose. C'est la concurrence, la gestion de la concurrence et le démantèlement et des choses. Ça a déjà été fait. Aux États-Unis, on a évité des fusions, des choses comme ça. Donc ça, pour moi, c'est un autre sujet. Mais le point important du régulateur, et ce que je défends dans le livre, c'est l'idée qu'on est arrivé au bout d'un chemin. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à l'autorégulation. Je m'autorégule moi-même, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, parce que je me suis basée sur ce que moi, je fais au quotidien sur mes algorithmes. Donc cela étant dit, on se rend compte qu'on est au bout d'un chemin et qu'il faut réguler ce que j'appelle les pratiques. Les pratiques, c'est de développement, de conception, de test de ces algorithmes pour éviter l'effet bulle, pour éviter pas mal de choses. Donc j'explique pas mal de choses dans le livre avec le sujet de cœur qui est l'explicabilité algorithmique, à savoir de développer, d'appliquer des méthodes de calcul pour extraire une partie de la logique de cet algorithme, et du coup que ça soit pas une boîte noire. Voilà, pas entièrement en tout cas, et d'anticiper des erreurs, des discriminations, etc. et l'effet bulle. Cela étant dit, ça va profondément remettre en question aussi le modèle économique de ces plateformes, mais pour un meilleur modèle économique justement. Donc c'est vraiment ce que je défends dans le livre, c'est ne pas réguler l'algorithme strictement. Moi, j'aime pas le côté intrusif forcément, mais en tout cas réguler les pratiques de développement, de conception et de test qui, pour moi, sont bien plus intelligentes et qui nous permettent de profiter de l'innovation en écartant les menaces. On en est où en France et en Europe sur cette expertise sur l'intelligence artificielle? Vous vivez entre la côte ouest des États-Unis et l'Europe. Il y a la Chine aussi qui n'a pas de limite. Non, je connais moins la Chine. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'on peut encore être dans la course? Écoutez, déjà, il y a plusieurs choses. Les sommes
ne sont pas les mêmes, les budgets ne sont pas les mêmes, tant du côté de l'État que du côté du privé. On ne parle pas souvent du privé en France, mais aussi les investisseurs privés, donc on n'a pas du tout les mêmes sommes mises en jeu. Je pense qu'au-delà des sommes, il y a aussi la prise de risque. On voit arriver ce qu'on appelle de la deep tech, c'est-à-dire tous les projets de start-up qui proviennent d'un travail plus de recherche, parfois de recherche académique, ce qui a été notre cas pour DeepX, par exemple. C'était au départ un projet de recherche qui s'est transformé en entreprise. Ces entreprises-là sont les entreprises. Moderna était une deep tech, par exemple. Ces entreprises sont des entreprises à risque, forcément, mais ces entreprises qui ont besoin de beaucoup d'argent pour grandir. Elles en trouvent de l'argent maintenant. Elles en trouvent, mais on voit bien que, mais en tout cas c'est mon expérience, c'est ce que je vois, c'est qu'on va davantage investir, on a davantage la prise de risque côté américain que côté français, en tout cas je ne dirais pas généralisé pour l'Europe. Voilà, il y a des choses à faire, mais moi je ne suis pas du tout fataliste en fait. Je pense qu'il y a toujours un degré de liberté à prendre sur le chemin pour arriver à faire des choses et de belles choses. Et degré de liberté aussi à l'égard des algorithmes. Merci beaucoup Aurélie Jean d'avoir été avec moi ce matin. Je rappelle votre livre « Les algorithmes font-ils la loi ?»